Si cette histoire vous touche le cœur, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Abonnez-vous à la chaîne car j'ai bien plus à partager avec vous. Je m'appelle Marie, j'ai 72 ans, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui a complètement transformé ma vie. C'était le 23 décembre dernier. J'étais dans ma cuisine, préparant le dîner de Noël traditionnel comme je le faisais depuis 40 ans avec mon défunt Marie-Pierre. La dinde était au four, les légumes étaient préparés, la table était dressée pour 3 personnes. Mon fils Thomas et sa femme Isabelle devaient arriver vers 18 heures. Avez-vous déjà ressenti cette intuition que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde autour de vous dit que tout va bien? Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. Un simple message de Thomas. « Maman, désolé, on ne pourra pas venir. Isabelle ne se sent pas bien. Bon Noël quand même. » Pas d'appel, pas d'explication, juste ces quelques mots froids sur un écran. Mon cœur s'est brisé. 40 années de Noël ensemble, et voilà comment il m'annonçait qu'il me laissait seul pour les fêtes. Je me suis assise dans le salon, regardant cette table dressée pour rien. Les larmes coulaient sur mes joues quand j'ai repensé aux mots de Pierre, quelques semaines avant sa mort il y a 2 ans. « Marie, si jamais Thomas devient difficile avec toi, regarde dans mon bureau. J'ai préparé quelque chose. » À l'époque, je n'avais pas compris. Pierre avait toujours été un homme prévoyant, mais là, ses paroles me revenaient avec une clarté troublante. J'ai monté les escaliers vers son bureau, que je n'avais pas touché depuis son décès. Dans le tiroir de droite de son secrétaire, mes doigts ont trouvé une enveloppe cachée derrière d'anciens documents. Mon nom était écrit de sa main tremblante. À l'intérieur, une lettre et une clé. « Ma chère Marie, si tu lis ceci, c'est que nos craintes se sont réalisées. Thomas n'est plus le fils que nous avons élevé. Depuis 2 ans, j'ai remarqué ses regards sur notre maison, ses questions sur nos économies, sa façon de parler de ton avenir comme si tu étais déjà incapable. J'ai agi. Cette clé ouvre la porte de la ferme des Tilleuls, à Montmorency. Je l'ai achetée en ton nom seul, protégée par une fiducie que j'ai établie avec Maître Dubois, notre notaire. Tout est légal, tout est à toi. Thomas ne peut rien contre cela. Tu as ta liberté, Marie. Certain. Combien d'entre vous ont dû être plus forts qu'ils ne le pensaient possible pour protéger leur famille? Le lendemain matin, le jour de Noël, j'ai pris ma voiture pour me rendre à Montmorency. Le trajet a duré environ 45 minutes depuis Paris. La ferme des Tilleuls se trouvait au bout d'un chemin bordé d'arbres centenaires. C'était une belle maison en pierre calcaire, avec un jardin soigneusement entretenu et une vue magnifique sur la campagne environnante. Quand j'ai tourné la clé dans la serrure, j'ai compris que Pierre avait préparé cela depuis longtemps. À l'intérieur, tout était prêt. Meublé avec goût, chauffé, avec même des provisions dans le réfrigérateur. Sur la table de la cuisine, une autre enveloppe m'attendait. Cette fois, elle contenait les documents de la fiducie établis selon la législation française qui permet à toute personne d'accéder à une fiducie dans le cadre de la gestion d'actifs. Maître Dubois avait tout organisé légalement. La maison était effectivement à mon nom, protégée par cette structure juridique que Thomas ne pouvait pas contester. Mais ce que j'ai découvert ensuite m'a glacé le sang. Dans un classeur, Pierre avait rassemblé des photocopies de documents que je n'avais jamais vus. Des papiers que Thomas avait apparemment préparés en secret. Une demande de mise sous tutelle me concernant, datée de 6 mois avant la mort de Pierre, et des documents pour obtenir une procuration sur mes biens. Thomas avait tout planifié. Il attendait simplement le bon moment pour agir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance cachait des intentions cachées. Pierre avait tout découvert. Dans ses notes, il expliquait comment il avait trouvé ces documents dans la voiture de Thomas un jour où celui-ci était venu nous rendre visite. Mon mari n'avait rien dit, mais il avait agi silencieusement pour me protéger. La fiducie était sa façon de s'assurer que même si Thomas tentait quelque chose, je garderais mon indépendance financière. Le 2 janvier, j'ai appelé Maître Dubois. Selon la législation française, une procuration peut être accordée par des personnes âgées d'au moins 18 ans et ayant pleine capacité mentale, ce que j'avais évidemment. Le notaire m'a confirmé que la fiducie était parfaitement légale et que mes droits étaient intégralement protégés. Il m'a également expliqué les démarches que je pouvais entreprendre si Thomas tentait quoi que ce soit contre moi. 3 semaines plus tard, comme Pierre l'avait prédit, Thomas a débarqué chez moi avec Isabelle. Ils avaient des papiers à la main. « Maman, nous sommes inquiets pour toi. Tu vieillis, tu ne peux plus gérer tes affaires seule. Nous avons préparé une procuration pour te simplifier la vie. Tu n'auras plus à t'occuper de rien. » Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé mon fils droit dans les yeux et j'ai vu un étranger.
Thomas, je sais tout. Ton père savait tout. Son visage s'est décomposé. Isabelle a eu un mouvement de recul. Je ne signerai aucune procuration. Je ne suis ni malade, ni diminué, ni incapable. Et maintenant, vous allez m'écouter très attentivement. J'ai posé sur la table les copies des documents qu'ils avaient préparés en secret. Thomas est devenu livide. Comment? Ton père t'a découvert il y a 2 ans. Il a tout prévu pour me protéger de toi. Ce qui a suivi reste l'un des moments les plus difficiles de ma vie, mais aussi le plus libérateur. Thomas a tenté de se justifier, prétendant agir pour mon bien, invoquant mon âge, ma solitude. Mais je voyais maintenant la cupidité dans ses yeux, cette façon qu'il avait de regarder ma maison comme si elle lui appartenait déjà. Tu n'es plus mon fils, Thomas. Un fils ne trahit pas sa mère. Un fils ne prépare pas en secret des papiers pour la dépouiller. Maman, tu ne peux pas dire ça. Si, je peux. Et je le dis. Vous avez une semaine pour récupérer vos affaires qui sont encore ici. Après ça, ne remettez plus les pieds chez moi. Ils sont partis en claquant la porte. Isabelle pleurait, Thomas criait des menaces vides sur ses droits d'héritier. Mais j'étais protégé. Pierre avait pensé à tout. Partagez vos histoires de membres de la famille qui sont devenus une famille non par le sang, mais par choix et par amour quotidien. Peu de temps après, j'ai déménagé définitivement à la ferme des Tilleuls. Ce que je ne savais pas, c'est que cette décision allait changer ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Mes nouveaux voisins, monsieur et madame Rousseau, un couple de retraités dans la soixantaine, sont venus me souhaiter la bienvenue avec un gâteau fait maison. Ils m'ont raconté qu'ils connaissaient Pierre depuis des années, qu'il venait souvent entretenir la propriété en préparation de ma venue. Ils nous parlaient souvent de vous, madame Marie. Ils disaient que vous étiez la femme la plus courageuse qu'ils connaissaient, mais que vous ne le saviez pas encore. Ces mots m'ont ému aux larmes. Pierre avait vu en moi une force que je ne soupçonnais pas. Madame Rousseau, Suzanne de son prénom, m'a invité à rejoindre le club de lecture du village. Monsieur Rousseau, Paul, m'a proposé de m'aider à entretenir le potager que Pierre avait commencé à aménager. Petit à petit, j'ai découvert une communauté bienveillante où les gens prenaient soin les uns des autres naturellement. Le boulanger, monsieur Moreau, âgé de 55 ans environ, est veuf depuis 3 ans. Il passe parfois me voir le dimanche après la messe, et nous buvons un café en parlant de nos vies passées et de nos projets d'avenir. C'est une amitié sincère, sans arrière-pensée, juste de la compagnie agréable. Mais ce que je ne m'attendais pas à découvrir, c'est à quel point j'étais capable d'indépendance. J'ai appris à gérer entièrement mes finances grâce au conseil de Maître Dubois. J'ai découvert que Pierre m'avait laissé beaucoup plus que je ne le pensais. Non seulement la ferme, mais aussi des investissements prudents qui me garantissent une retraite confortable. La fiducie protège tout cela de toute tentative de contestation. En mars, Thomas a tenté une dernière manœuvre. Il est venu au village avec un avocat, prétendant que j'étais manipulé, que la fiducie était frauduleuse. Mais Maître Dubois avait tout anticipé. Les documents étaient irréprochables, ma capacité mentale avait été attestée par mon médecin, et j'avais des témoins de ma parfaite autonomie. L'avocat de Thomas a rapidement compris qu'il n'avait aucun recours légal. Selon la loi française, j'étais parfaitement en droit de disposer de mes biens comme je l'entendais, et la fiducie établie par Pierre était légale et incontestable. Madame, votre mari a établi cette protection patrimoniale de façon exemplaire. Aucun tribunal ne remettrait cela en question. Thomas est reparti, vaincu. Je ne l'ai plus revu. Au début, j'avoue que cette rupture m'a fait mal. C'est difficile d'accepter que son propre enfant puisse devenir un étranger, voire un ennemi. J'ai eu des nuits difficiles, des moments de doute, me demandant si j'avais bien fait, si je n'avais pas été trop dur. Mais chaque matin, quand j'ouvrais les volets de ma chambre sur la campagne de Montmorency, quand je voyais Paul Rousseau qui me faisait signe depuis son jardin, quand Suzanne m'apportait des nouvelles du village, je comprenais que j'avais fait le bon choix. Un matin de mai, je travaillais dans mon potager quand une voiture s'est arrêtée devant chez moi. Mon cœur s'est serré, pensant que c'était Thomas qui revenait. Mais c'était une jeune femme d'une trentaine d'années que je ne connaissais pas. Madame Marie? Je suis Émilie, la fille de votre voisine Madame Dumont. Elle m'a parlé de vous. Je viens de divorcer, j'ai 2 enfants, et je cherche un logement dans la région. Elle m'a dit que vous aviez peut-être une solution? Effectivement, la ferme avait une petite maison d'amis que Pierre avait fait rénover. Je n'y avais jamais pensé, mais pourquoi ne pas la louer à quelqu'un qui en avait vraiment besoin? Émilie était professeure des écoles, récemment nommée à l'école du village.
Ses enfants, Lucas 8 ans et Chloé 6 ans, avaient besoin de stabilité après le divorce difficile de leurs parents. Nous avons rapidement trouvé un arrangement qui convenait à tout le monde. Voir ses enfants jouer dans le jardin, entendre leurs rires, leurs discussions avec leur mère, m'a rappelé des souvenirs heureux. Pas ceux avec Thomas, qui n'avait jamais été un enfant particulièrement joyeux, mais ceux des enfants du quartier quand j'étais institutrice, avant mon mariage. Émilie est devenue bien plus qu'une locataire. C'est une amie, presque une fille adoptive. Elle m'aide parfois avec les démarches administratives, pas parce que je ne sais pas les faire, mais parce qu'elle aime se rendre utile. En échange, je garde parfois Lucas et Chloé quand elle a des réunions tardives à l'école. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu quelque chose de similaire. Partez-vous d'où vous nous regardez. Un soir de juillet, nous étions tous dans le jardin. Paul et Suzanne Rousseau étaient venus dîner, Émilie et les enfants étaient là aussi. Nous regardions le coucher de soleil sur les champs de blé. Lucas était en train de me montrer les insectes qu'il avait découverts près du potager, Chloé me racontait sa journée à l'école avec le sérieux d'une adulte. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'étais entouré d'une vraie famille. Pas celle du sang qui m'avait trahi, mais celle du cœur qui avait choisi de m'aimer et de me respecter. Pierre avait vu juste. Je suis bien plus forte que je ne le croyais. En septembre, j'ai reçu une carte d'anniversaire de Thomas. Juste une carte achetée, avec un message impersonnel, « Bon anniversaire, maman. J'espère que tu vas bien. » Pas de signature d'Isabelle, pas de proposition de visite, rien. Je l'ai regardé quelques secondes, puis je l'ai jeté sans regret. Le même jour, Émilie avait organisé une surprise avec les enfants et les voisins. Ils avaient préparé un gâteau, décoré la maison, invité tous mes amis du village. Nous avons ri, chanté, dansé dans le salon jusqu'à tard dans la soirée. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai remercié Pierre en pensée. Il avait non seulement protégé mes biens, mais il m'avait offert la possibilité de découvrir qui j'étais vraiment quand je n'avais plus à subir les manipulations de Thomas. Aujourd'hui, presque un an après ce fameux Noël, ma vie a complètement changé. Je me lève chaque matin avec l'envie de faire quelque chose. J'ai rejoint l'association des anciens instituteurs de la région, je donne des cours de soutien scolaire aux enfants du village, j'ai même appris à utiliser Internet pour commander mes livres et rester en contact avec d'anciennes collègues. La fiducie mise en place par Pierre me garantit une sécurité financière totale. Selon la durée libre fixée dans le contrat fiduciaire qui ne peut excéder 99 ans, je suis protégé pour le restant de mes jours. Thomas ne peut plus rien contre moi légalement. Mais surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour choisir sa famille, pour décider de son bonheur. Il y a quelques semaines, j'étais dans le jardin avec Lucas et Chloé quand Lucas m'a demandé « Mamie Marie, pourquoi on ne voit jamais votre fils ?» Chloé, avec la sagesse des enfants, lui a répondu « Parce qu'il n'était pas gentil avec Mamie Marie. Mais maintenant elle a nous. » Et c'est exactement ça. Maintenant, j'ai Paul et Suzanne qui viennent prendre le café chaque dimanche. J'ai Émilie qui me raconte ses histoires d'école. J'ai Monsieur Moreau qui m'apporte parfois ses spécialités de boulangerie. J'ai tout un village qui a adopté la « veuve de Pierre », comme il m'appelle affectueusement. Le mois dernier, Thomas a tenté un dernier contact par l'intermédiaire de Maître Dubois. Il voulait savoir s'il pouvait venir me voir, prétendant avoir changé, regrettant ses erreurs. J'ai demandé au notaire de lui transmettre ma réponse. Marie Dubois n'a plus de fils. Elle a une famille qu'elle a choisie et qu'il a choisie en retour. Cela peut paraître dur, mais c'est la vérité. Quand quelqu'un vous trahit à ce point, quand quelqu'un planifie votre dépossession en secret, il franchit une ligne qu'on ne peut plus pardonner. J'ai 72 ans, je n'ai plus le temps pour les fausses réconciliations et les manipulations sentimentales. Comment beaucoup d'entre vous ont eu à faire des choix difficiles qui ont changé le destin de votre famille. Ce matin même, en préparant le café, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Paul qui préparait déjà son jardin pour les semis de printemps. Suzanne étendait son linge dans son jardin en chantonnant. Émilie accompagnait les enfants à l'école en leur expliquant quelque chose qui les faisait rire. Cette vision de bonheur simple, authentique, m'a fait réaliser à quel point ma vie d'avant était vide. Avec Thomas, j'avais l'impression de marcher sur des œufs en permanence, de devoir me justifier, de subir ses jugements sur ma façon de vivre, de m'habiller, de dépenser mon argent. Maintenant, je suis libre. Libre d'être moi-même, libre de choisir mes amitiés, libre de disposer de mes biens comme je l'entends, libre de dire non quand quelque chose ne me convient pas. Cette liberté, c'est le plus beau cadeau que Pierre m'ait fait.
En protégeant mes biens par cette fiducie, en prévoyant cette maison, il m'a donné les moyens de ma dignité et de mon indépendance. Parfois, le soir, quand je regarde les photos de notre mariage, je lui parle. Tu avais raison, mon Pierre. J'étais plus forte que je ne le croyais. Merci de m'avoir donné les moyens de le découvrir. Il y a quelques jours, j'ai pris une décision importante. J'ai contacté Maître Dubois pour modifier mon testament. Émilie et ses enfants hériteront de la petite maison d'amis. Paul et Suzanne Rousseau auront une somme qui leur permettra de voyager comme ils en rêvent depuis longtemps. Le reste ira à des associations qui aident les personnes âgées victimes de maltraitance familiale. Thomas n'aura rien. Pas par vengeance, mais par cohérence. Quand on renie sa famille, on accepte les conséquences de ses choix. Je sais que cette histoire peut choquer certaines personnes. On nous apprend que la famille, c'est sacré, qu'il faut tout pardonner, tout accepter. Mais parfois, pour survivre et retrouver sa dignité, il faut savoir couper les liens toxiques, même quand ils portent le nom de famille. Je ne regrette rien. Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Pas du bonheur de façade qu'on affiche pour faire bonne figure, mais de ce bonheur profond qui vient quand on vit enfin en accord avec soi-même. Je veux que vous partagiez vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne voyaient pas? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Dites-moi d'où vous nous regardez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut se trouver après la trahison.